Vous avez entendu parler de Docker, mais vous ne savez pas vraiment à quoi ça sert? Vous voulez mettre en place un déploiement efficace de votre application, et de manière adaptable, sur n'importe quel serveur? Ou encore, vous voulez préparer des environnements de développement faciles à déployer grâce aux conteneurs? Ce cours est fait pour vous. Je suis Soufiane Sphinx, et je suis très content d'être votre instructeur. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, je poste un nouveau tutoriel chaque semaine. Dans la première partie du cours, nous allons commencer par découvrir ce qu'est un conteneur, ce qu'est Docker et comment l'installer sur votre poste de développeur. Dans la deuxième partie, vous allez lancer votre premier conteneur sur votre machine en utilisant des images Docker stockées sur le Docker Hub. Puis, vous apprendrez à écrire votre premier Dockerfile, afin de créer votre propre image Docker personnalisée. Enfin, dans la troisième partie, vous utiliserez Docker Compose pour orchestrer vos conteneurs. Grâce au fichier dockercompose.yaml, vous ferez fonctionner plusieurs conteneurs ensemble. Êtes-vous prêt à prendre en main la performance, la légèreté et la modularité des conteneurs Docker? Alors rejoignez-moi au premier chapitre. À la fin de ce cours, vous serez capable de installer la bonne version de Docker pour votre projet. Créer, lancer et partager des images Docker. Orchestrer des images Docker grâce à Docker Compose. Découvrez les conteneurs. Dans cette première partie, nous allons faire connaissance avec les conteneurs ainsi qu'avec Docker. Mais avant cela, nous allons revenir sur quelques notions importantes. Comprendre la notion de machine virtuelle. Comprendre la notion de conteneur. Pourquoi utiliser des conteneurs? Historiquement, quand nous avions besoin de serveurs, nous achetions des serveurs physiques avec une quantité définie de CPU, de mémoire RAM ou de stockage sur le disque. Or, on avait souvent besoin d'avoir de la puissance supplémentaire pour des périodes de forte charge, fêtes de Noël, par exemple. Ainsi, vous deviez acheter plus de serveurs pour répondre aux pics d'utilisation. Une solution a alors été créée, la machine virtuelle. Machine virtuelle. Lorsque vous utilisez une machine virtuelle, VM, vous faites ce qu'on appelle de la virtualisation lourde. En effet, vous recréez un système complet dans le système hôte, pour qu'il ait ses propres ressources. L'isolation avec le système hôte est donc totale, cependant, cela apporte plusieurs contraintes. Une machine virtuelle prend du temps à démarrer. Une machine virtuelle réserve les ressources, CPU RAM, sur le système hôte. Mais cette solution présente aussi de nombreux avantages. Une machine virtuelle est totalement isolée du système hôte. Les ressources attribuées à une machine virtuelle lui sont totalement réservées. Vous pouvez installer différents OS, Linux, Windows, BSD, etc. Mais il arrive très souvent que l'application qu'elle fait tourner ne consomme pas l'ensemble des ressources disponibles sur la machine virtuelle. Alors est né un nouveau système de virtualisation plus léger, les conteneurs. Un conteneur? Un conteneur Linux est un processus ou un ensemble de processus isolés du reste du système, tout en étant léger. Le conteneur permet de faire de la virtualisation légère, c'est-à-dire qu'il ne virtualise pas les ressources, il ne crée qu'une isolation des processus. Le conteneur partage donc les ressources avec le système hôte. Attention, les conteneurs existent depuis plus longtemps que Docker. OpenVZ ou LXC sont des technologies de conteneurs qui existent depuis de nombreuses années. Comparaison entre les conteneurs et les machines virtuelles. Les conteneurs, au sens d'OpenVZ et LXC, apportent une isolation importante des processus système. Cependant, les ressources CPU, RAM et disques sont totalement partagées avec l'ensemble du système. Les conteneurs partagent entre le kernel Linux, ainsi, il n'est pas possible de faire fonctionner un système Windows ou BSD dans celui-ci. Voyons ensemble quelques avantages des conteneurs. Ne réservez que les ressources nécessaires. Une autre différence importante avec les machines virtuelles est qu'un conteneur ne réserve pas la quantité de CPU, RAM et disques attribués auprès du système hôte. Ainsi, nous pouvons allouer 16 Go de RAM à notre conteneur, mais si celui-ci n'utilise que 2 Go, le reste ne sera pas verrouillé. Démarrez rapidement vos conteneurs. Les conteneurs n'ayant pas besoin d'une virtualisation des ressources mais seulement d'une isolation, ils peuvent démarrer beaucoup plus rapidement et plus fréquemment qu'une machine virtuelle sur nos serveurs hôtes, et ainsi réduire encore un peu les frais de l'infrastructure. Donnez plus d'autonomie à vos développeurs. En dehors de la question pécuniaire, il y a aussi la possibilité de faire tourner des conteneurs sur le poste des développeurs,
et ainsi de réduire les différences entre la sainte production et l'environnement local sur le poste des développeurs. Pourquoi utiliser des conteneurs? Les conteneurs permettent de réduire les coûts, d'augmenter la densité de l'infrastructure, tout en améliorant le cycle de déploiement. Nous retrouvons les conteneurs dans de nombreux contextes. Par exemple, les outils d'intégration continue, CI, de grandes sociétés utilisent des conteneurs. BlaBlaCar utilise des conteneurs pour créer et isoler rapidement des tests build d'applications. Les conteneurs étant capables de démarrer très rapidement, ils sont souvent utilisés en production pour ajouter des ressources disponibles, et ainsi répondre à des besoins de mise à l'échelle ou de scalabilité. Mais ils répondent aussi à des besoins de pré-production, en étant légers et rapides au démarrage. Ils permettent de créer des environnements dynamiques et ainsi de répondre à des besoins métiers. Attention, bien que le fonctionnement des conteneurs et des machines virtuelles soit très proche, l'un ne remplace pas l'autre. Pour faire tourner un conteneur, il faut toujours une machine, virtuelle ou non. Ce sont donc deux outils complémentaires à utiliser en connaissance de cause. En résumé, vous connaissez maintenant la différence entre conteneur et machine virtuelle, vous avez ainsi pu voir les différences entre la virtualisation lourde et la virtualisation légère. Un conteneur doit être léger, il ne faut pas ajouter de contenu superflu dans celui-ci afin de le démarrer rapidement, mais il apporte une isolation moindre. A contrario, les machines virtuelles offrent une très bonne isolation, mais elles sont globalement plus lentes et bien plus lourdes. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir une solution de conteneur qui s'est imposée comme leader des technologies de conteneurisation, et que vous allez apprendre à utiliser dans ce cours, Docker. Découvrez ce qu'est Docker. Docker a été créé pour les besoins d'une société de PaaS appelée .cloud. Finalement, en mars 2013, l'entreprise a créé une nouvelle structure nommée Docker Inc. et a placé en open source son produit Docker. Docker apporte une notion importante dans le monde du conteneur. Dans la vision Docker, un conteneur ne doit faire tourner qu'un seul processus. Ainsi, dans le cas d'une stack LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP, nous devons créer 3 conteneurs différents, un pour Apache, un pour MySQL et un dernier pour PHP. Alors que dans un conteneur LXC ou OpenVZ, nous aurions fait tourner l'ensemble des 3 services dans un seul et unique conteneur. Pourquoi utiliser Docker? Docker répond à une problématique forte dans le monde du développement. Prenons un exemple, vous avez développé votre projet de Twitter Lite en local. Tout fonctionne bien, mais au moment de mettre en production, vous vous rendez compte que vous ne savez pas comment déployer votre projet. Un autre exemple, vous êtes dans une équipe de 10 personnes et chacun utilise un OS différent, Ubuntu, macOS, Windows, CentOS, etc. Comment faire pour avoir un environnement unifié et fonctionnel chez l'ensemble des développeurs? Docker répond à ces problématiques en créant des conteneurs. Grâce à Docker, vous n'aurez plus de problème de différence d'environnement, et votre code marchera partout. Utilisez Docker sur tous vos environnements. Docker est utilisé par de très nombreuses sociétés pour différents usages. Ainsi, un des premiers usages de Docker se trouve dans la création d'environnements locaux. Il est plus simple d'utiliser Docker en local quand on travaille avec de nombreuses versions différentes des logiciels, et ainsi ne pas avoir de problème de compatibilité entre elles. On retrouve aussi Docker dans les domaines de la CI, Continuous Integration, ou intégration continue, et de la CD, Continuous Delivery, ou livraison continue. Cela permet à la CI et CD de créer rapidement des espaces isolés pour faire tourner vos tests. Plus globalement, vous pouvez utiliser Docker sur l'ensemble de vos environnements. Attention, cependant, Docker ne convient pas à tous les usages. Par exemple, lorsqu'il s'agit de faire persister de grandes quantités de mémoire disque et d'assurer une grande continuité de service. Docker, une amélioration de LXC. Docker a commencé par être une surcouche du conteneur LXC, tout en apportant de nombreux changements pour que les conteneurs soient plus flexibles et portables. Les conteneurs Docker vous apportent aussi les notions de stateless et d'immutabilité. Stateless vs stateful. Dans le monde de Docker, vous allez souvent entendre parler de stateless et stateful, 2 catégories de conteneurs, et vous devez savoir à quoi correspond chaque catégorie. Si nous prenons le cas d'une base de données MySQL, celle-ci est stateful car elle stocke un état. Ainsi, si vous éteignez et rallumez votre base de données, vous la retrouverez dans le même état de fonctionnement. Stateless est donc l'inverse, l'application ne stocke pas d'état. Vous pouvez prendre le cas du protocole HTTP, celui-ci est stateless. À chaque nouvelle requête HTTP, les mêmes séries d'actions seront réalisées.
Un conteneur est immuable. L'immutabilité d'un conteneur est aussi importante. Un conteneur ne doit pas stocker de données qui doivent être pérennes, car il les perdra, à moins que vous les ayez pérennisées. Mais si vous souhaitez en local mettre une base de données dans un conteneur Docker, vous devez créer un volume pour que celui-ci puisse stocker les données de façon pérenne. Choisissez votre version de Docker. Docker INC distribue 3 versions de Docker différentes. Docker Community Edition, Docker Desktop, Docker Enterprise. Docker Desktop et Docker Community Edition, CE, sont 2 versions de Docker gratuites. Avec les 2 solutions, vous aurez un Docker fonctionnel sur votre ordinateur. Si vous êtes sous Windows ou macOS, utilisez Docker Desktop qui va créer pour vous l'ensemble des services nécessaires au bon fonctionnement de Docker. Si vous êtes sous Linux, prenez la version Community Edition, CE, vous utiliserez aussi cette version pour vos serveurs. La version Docker Enterprise ne ressemble pas du tout aux versions Desktop et CE. Celle-ci répond à des besoins plus poussés des entreprises et propose une interface de gestion d'infrastructure sous Docker. Cette version est soumise à une licence fournie par Docker INC. En résumé, dans ce chapitre, vous avez découvert l'outil Docker et ses différences par rapport aux autres conteneurs. Les conteneurs Docker sont différents des conteneurs Linux LXC, car ils sont par définition immuables et stateless. Docker est utilisé à tous les niveaux de l'infrastructure CI et développement et production. Différence entre Docker Enterprise et Docker CE Desktop. Dans le prochain chapitre, vous installerez Docker sur votre poste. Installez Docker sur votre poste. Nous avons vu dans le chapitre précédent les différentes versions de Docker que nous pourrions être amenés à utiliser. Nous allons voir ensemble 2 versions de Docker, Docker pour Mac, Docker pour Windows, et Docker Community Edition, CE. Pour télécharger et utiliser Docker, et donc pour la suite de ce cours, il vous faudra créer un compte sur le Docker Hub. C'est quoi Docker Hub? Le Docker Hub est un service fourni par Docker INC, vous pouvez le comparer à GitHub, mais spécialisé dans le stockage d'images pour Docker. Version stable et version Edge. Docker INC distribue 2 versions des clients Docker pour Mac et Docker pour Windows. Ainsi, il existe une version stable qui est mise à jour tous les trimestres, et une version Edge qui dispose des fonctionnalités encore en bêta, et qui est disponible tous les mois. Dans notre cas, nous allons préférer l'utilisation de la version stable, car celle-ci assure d'avoir un environnement fonctionnel et stable tout au long de votre découverte de Docker. Maintenant que vous avez un compte Docker Hub fonctionnel, et que nous savons quelle version nous souhaitons utiliser, nous allons pouvoir installer Docker pour Windows et Docker pour Mac. On va se retrouver sur la page de Google et on va taper Get Docker. On va prendre le premier site docs.docker.com Get Docker. Une fois dessus, 3 choix nous sont proposés. Docker pour Mac, Docker pour Windows et Docker pour Linux. Je suis actuellement sur Mac, je vais donc télécharger Docker pour Mac. Si vous êtes sur Windows ou sur Linux, vous pouvez télécharger ces versions-là. Une fois sur Docker pour Mac, 2 choix me sont proposés. Le choix Intel et le choix Apple. En fait, Apple a récemment sorti de nouveaux processeurs avec leur propre puce. Si vous avez un Mac de type M1, vous pouvez télécharger cette version-là. Pour ma part, j'ai un Mac avec les puces Intel, je vais donc télécharger cette version. Une fois le téléchargement effectué, vous pouvez ouvrir Docker directement depuis vos téléchargements. Docker va alors s'ouvrir et va procéder à une petite vérification sur Mac qui peut prendre un peu de temps. Docker va proposer de se copier directement dans votre dossier d'application. Pour ce faire, vous n'avez qu'à cliquer sur Docker et le faire glisser dans le dossier. Une fois la copie effectuée, vous pouvez directement ouvrir Docker depuis votre dossier d'application. Docker s'ouvre alors et vous propose de tourner votre premier conteneur sur votre ordinateur. Pour ceci, rien de plus simple. Il suffit de copier la commande que Docker nous propose dans notre terminal. Une fois la commande collée et entrée, on a notre premier conteneur qui tourne. Bravo, vous avez réussi à installer Docker sur votre ordinateur. Pour Windows.
Attention, vous devez avoir un Windows Enterprise ou Windows Professional pour que cette fonctionnalité soit disponible. Dans le cas contraire, il faudra vous tourner vers l'utilisation de Docker Toolbox. Comme Mac, vous devez vous rendre sur le site Docker et télécharger la version stable de Docker pour Windows. Une fois le téléchargement réalisé, vous pourrez lancer l'utilitaire et suivre la procédure d'installation de celui-ci. Attention, vous devrez certainement redémarrer votre PC. Une fois l'installation terminée, vous allez être invité à connecter votre compte Docker Hub créé précédemment. Vous avez maintenant un Docker for Windows totalement fonctionnel sur votre PC. En résumé, vous êtes maintenant capable d'installer la version de Docker correspondant à votre OS. Vous savez vous connecter au Docker Hub. Dans la prochaine partie, vous commencerez à utiliser Docker pour lancer des images et en créer grâce au Dockerfile. Docker Community Edition. Pour la version Docker Community Edition, la création d'un compte sur le Docker Hub n'est pas nécessaire, ni obligatoire. Cependant, par souci d'uniformisation, nous allons là aussi créer un compte sur le Docker Hub et nous y connecter. Nous partons du postulat que vous utilisez une machine Linux sous Debian, et vous allez procéder à l'installation de Docker CE. Pour voir comment installer Docker sur une autre distribution Linux, reportez-vous à la documentation Docker. Vous allez commencer par mettre à jour votre système et installer les prérequis pour l'installation de Docker. Pour faire cela, dans votre terminal tapez les commandes suivantes. Vous trouverez toutes les commandes affichées dans la description de la vidéo. Une fois cela réalisé, nous allons ajouter le repository de Docker. Nous pouvons maintenant installer Docker sur notre machine. Vous avez maintenant Docker sur votre machine, cependant, vous n'avez pas les accès nécessaires pour pouvoir parler avec le daemon. Pour y remédier, vous devez utiliser la commande suivante. Après un redémarrage de votre session utilisateur, vous pourrez communiquer avec le daemon Docker et utiliser Docker normalement. Comme dit précédemment, pour des raisons d'uniformisation, nous allons aussi nous connecter au Docker Hub avec la commande Docker Login. Vous devrez utiliser votre compte créé précédemment sur le Docker Hub. Fin du premier chapitre. Quiz, prendre en main Docker. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour avoir le temps afin de répondre aux questions. Question 1. Lesquelles de ces images pouvez-vous installer sur votre conteneur? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Une image équivalent à un OS Windows. Une image équivalent à un OS macOS. Une image équivalent à un OS Linux Debian. Une image équivalent à un OS Linux Ubuntu. La bonne réponse est: avec Docker, vous pouvez faire tourner des images équivalents à des systèmes d'exploitation Linux, Debian et Ubuntu, par exemple, mais pas Windows ou macOS. Attention, on parle ici du système d'exploitation exécuté par l'image, celui qui tourne sur le conteneur, et non celui sur lequel repose le conteneur Docker lui-même. Vous pouvez donc faire tourner un conteneur Ubuntu sur une machine macOS, par exemple. Question 2. Quels sont les avantages des conteneurs? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Ils permettent d'augmenter le nombre de serveurs sur une machine hôte. Ils permettent de réduire les coûts d'infrastructure. Ils offrent une bonne isolation des ressources. La bonne réponse est: on utilise des conteneurs pour réduire les coûts de l'infrastructure car, grâce à leur légèreté, ils permettent de faire tourner plus de serveurs sur une même machine. En revanche, ils n'offrent pas d'isolation des ressources. Au contraire, l'utilisation des ressources se fait de manière flexible, contrairement à une machine virtuelle qui les réserve. Question 3. Pour lesquels des conteneurs suivants devrez-vous mettre en place un système de persistance des données? Attention, plusieurs réponses sont possibles. MySQL. PostgreSQL. Nginx. La bonne réponse est: les conteneurs de base de données, MySQL, PostgreSQL, etc., sont des conteneurs stateful, c'est-à-dire que leur bon fonctionnement dépend d'un état.
Il faudra donc pérenniser leurs données afin qu'ils fonctionnent correctement. Un serveur comme Jinx, à l'inverse, est stateless. Son fonctionnement ne dépend pas d'autre chose que du conteneur lui-même. Question 5. Quelle version de Docker devez-vous utiliser sur un Mac? Docker Community Edition. Docker Desktop. Docker Enterprise. La bonne réponse est Question 6. Pour utiliser Docker Desktop, il vous faut un compte GitHub, un compte Docker Hub, une machine Linux. La bonne réponse est pour utiliser Docker, vous n'avez besoin que d'un compte Docker Hub. Vous pouvez le faire fonctionner sur Linux, comme sur macOS ou Windows. Vous lancez votre premier conteneur en local. Dans cette deuxième partie, je vous propose de prendre en main Docker. Nous allons commencer par découvrir l'interface en ligne de commande, qui nous permet de discuter avec le daemon Docker installé précédemment. D'ici la fin de cette partie, vous serez capable de lancer et gérer vos conteneurs. Mais commençons dans ce chapitre par comprendre ce qu'est le Docker Hub, puis nous lancerons notre premier conteneur. Le Docker Hub. Avant de démarrer votre premier conteneur Docker, rappelez-vous quand vous avez créé votre compte sur le Docker Hub pour télécharger votre version de Docker. Celui-ci est aussi la registrie officielle de Docker. Une registrie? Une registrie est un logiciel qui permet de partager des images à d'autres personnes. C'est un composant majeur dans l'écosystème Docker, car il permet à des développeurs de distribuer des images prêtes à l'emploi et de les versionner avec un système de tags. À des outils d'intégration en continu de jouer une suite de tests, sans avoir besoin d'autre chose que de Docker. À des systèmes automatisés de déployer ces applications sur vos environnements de développement et de production. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire tourner notre premier conteneur en local. On se retrouve donc dans le terminal et quelques commandes sont nécessaires, notamment la commande Docker Image. Cette commande va lister les images qui sont disponibles sur notre ordinateur. Actuellement, j'en ai aucune. Et si vous venez de commencer, vous aussi, vous ne devez pas en avoir beaucoup. Ensuite, on a la commande Docker PS, qui va lister les conteneurs disponibles sur notre ordinateur. Là aussi, j'en ai pas beaucoup. Et enfin, on a une commande qui est importante qui s'appelle Docker Pull. Cette commande va télécharger depuis un dossier existant ou depuis le Docker Hub une image existante. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais sur le Docker Hub, il existe des millions et des millions d'images qui peuvent être téléchargées. On a notamment l'image Node. Donc quand on fait Docker Pull Node, il va télécharger l'image du langage Node.js, qui est un langage de serveur web. Cette image est normalement téléchargée sur notre ordinateur et on peut le vérifier en faisant un Docker Image. On a bien notre image Node qui a été téléchargée. On peut également faire tourner le conteneur de cette image avec la commande Docker Run, -it pour que ce soit interactif, et le nom de notre image. Et voilà, on a notre premier conteneur qui run en local. On peut le vérifier en effectuant la commande Docker PS. Il nous indique qu'on a un conteneur ID qui s'inspire de l'image de Node, qui a été créé il y a 13 secondes et qui tourne actuellement. Pour le stopper, on peut faire la commande Docker Stop et copier le conteneur ID et le mettre après le stop. Notre conteneur s'est bien arrêté et si je refais la commande Docker PS, il n'est plus disponible. Je peux également choisir de faire tourner mon conteneur en détaché, c'est-à-dire qu'il va tourner en arrière-plan. Alors toujours -it pour que ce soit interactif,
-D pour le mettre de manière détachée en arrière-plan et le nom de mon image. Là, je n'ai plus la console de Node qui s'affiche et pourtant, j'ai bien mon conteneur qui a été créé il y a 9 secondes. Je choisis de l'arrêter. Et voilà, je n'ai plus de conteneur qui tourne sur mon ordinateur. Vous avez donc appris à faire tourner un conteneur, à l'arrêter, à le faire tourner en détaché ou en exécutable avec la commande -hit. Démarrer un serveur Nginx avec un conteneur Docker. Vous savez maintenant lancer un conteneur, et vous avez compris les actions effectuées par le daemon Docker lors de l'utilisation de la commande Docker Run. Maintenant, nous allons aller plus loin avec celui-ci. Nous allons lancer un conteneur qui démarre un serveur Nginx en utilisant deux options, Docker Run-D, -P, numéro du port, espace Nginx. Dans cette commande, nous avons utilisé deux options. D pour détacher le conteneur du processus principal de la console. Il vous permet de continuer à utiliser la console pendant que votre conteneur tourne sur un autre processus. P pour définir l'utilisation de port. Dans notre cas, nous lui avons demandé de transférer le trafic du port 8080 vers le port 80 du conteneur. Ainsi, en vous rendant sur l'adresse 127.0.0.1, 8080, vous aurez la page par défaut de Nginx. Vous pourriez aussi avoir besoin de rentrer dans votre conteneur Docker pour pouvoir y effectuer des actions. Pour cela, vous devez utiliser la commande docker exec-t, id retourné lors du dockeran, espace bash. Dans cette commande, l'argument -t, permet d'avoir un shell bash pleinement opérationnel. Une fois que vous êtes dans votre conteneur, vous pouvez vous rendre, via la commande cd, dans le répertoire où se trouve le fichier index.html, pour modifier son contenu et voir le résultat en direct à l'adresse 127.0.0.1, 8080. Comment nettoyer mon système? Après avoir fait de nombreux tests sur votre ordinateur, vous pouvez avoir besoin de faire un peu de ménage. Pour cela, vous pouvez supprimer l'ensemble des ressources manuelles dans Docker. Ou vous pouvez laisser faire Docker pour qu'il fasse lui-même le ménage. Voici la commande que vous devez utiliser pour faire le ménage, docker system prune. Celle-ci va supprimer les données suivantes. L'ensemble des conteneurs Docker qui ne sont pas en status running. L'ensemble des réseaux créés par Docker qui ne sont pas utilisés par au moins un conteneur. L'ensemble des images Docker non utilisées. L'ensemble des caches utilisées pour la création d'images Docker. En résumé, vous savez maintenant télécharger, démarrer et arrêter des conteneurs, vous êtes aussi capable de définir une registrie Docker et vous savez pourquoi on l'utilise. Pour rappel, voici les points importants du chapitre. Démarrage d'un conteneur avec un Docker Run. Utilisation des arguments D, P lors du démarrage d'un conteneur. Récupération d'une image depuis une registrie avec la commande Docker pull. Nettoyage du système avec Docker System Prune. Dans le prochain chapitre, vous allez créer votre première image Docker grâce au Dockerfile. Créez votre premier Dockerfile. Vous savez maintenant utiliser l'interface de commande de Docker et récupérer des images depuis le Docker Hub. Mais comment créer votre propre image? Dans ce chapitre, nous allons créer ensemble une image Docker, dans laquelle nous allons installer Node.js, ainsi que les différentes dépendances de notre projet. Pour cela, nous allons créer un fichier nommé Dockerfile. Dans ce fichier Dockerfile, vous allez trouver l'ensemble de la recette décrivant l'image Docker dont vous avez besoin pour votre projet. À titre de comparaison, vous pouvez voir le Dockerfile comme l'équivalent d'un fichier package.json en Node.js, ou composer.json en PHP. Chaque instruction que nous allons donner dans notre Dockerfile va créer une nouvelle layer correspondant à chaque étape de la construction de l'image, ou de la recette. Si nous restons dans l'analogie de la cuisine, le Dockerfile permet de connaître notre recette pour faire une pièce montée. Alors, chaque argument de celle-ci crée un nouvel étage sur la pièce montée, nommé layer. Notre but étant de limiter le nombre d'étages, pour que notre pièce montée soit la plus légère et performante possible. Pour illustrer la création de notre Dockerfile, nous allons utiliser le code de l'application présente sur le repository suivant, lien dans la description. L'application possède déjà un Dockerfile fonctionnel, nous allons le recréer. Pensez bien à vous mettre dans le répertoire racine du projet. Créez les instructions dans votre Dockerfile.
La première chose que vous devez faire est de créer un fichier nommé Dockerfile, puis de définir dans celui-ci l'image que vous allez utiliser comme base, grâce à l'instruction from. Dans notre cas, nous allons utiliser une image de base Debian 9. L'instruction from n'est utilisable qu'une seule fois dans un Dockerfile. Ensuite, utilisez l'instruction run pour exécuter une commande dans votre conteneur. Limitez au maximum le nombre d'instructions run afin de limiter le nombre de layers créés et donc de réduire la taille de notre image Docker. Puis, utilisez l'instruction add afin de copier ou de télécharger des fichiers dans l'image. Dans notre cas, nous l'utilisons pour ajouter les sources de notre application locale dans le dossier app de l'image. Utilisez ensuite l'instruction workdir qui permet de modifier le répertoire courant. La commande est équivalente à une commande cd en ligne de commande. L'ensemble des commandes qui suivront seront toutes exécutées depuis le répertoire défini. Puis, l'instruction run suivante permet d'installer le package du projet Node.js. Vous auriez pu aussi utiliser 2 fois l'instruction add et ainsi permettre à votre image d'ajouter une première fois le fichier package.json, puis, une fois le npm install réalisé, ajouter un second add-app. Ceci permettrait de réduire l'adhérence entre les dépendances présentes dans le fichier package.json et le code de l'application, ce qui permet d'économiser du temps lors du build de l'image. Maintenant que le code source et les dépendances sont bien présents dans votre conteneur, nous devons indiquer à notre image quelques dernières informations. L'instruction expose permet d'indiquer le port sur lequel votre application écoute. L'instruction volume permet d'indiquer quel répertoire vous voulez partager avec votre host. Les instructions expose et volume ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement de notre image Docker. Cependant, les ajouter permet une meilleure compréhension pour l'utilisateur des ports d'écoute attendus, ainsi que des volumes partageables. Nous allons conclure par l'instruction qui doit toujours être présente, et la placer en dernière ligne pour plus de compréhension, CMD. Celle-ci permet à notre conteneur de savoir quelle commande il doit exécuter lors de son démarrage. En résumé, voici notre Dockerfile une fois terminé. Créez votre fichier Docker ignore. Notre Dockerfile est maintenant prêt à fonctionner. Cependant, il nous reste encore quelques petites modifications à faire. Sur un projet Get, nous utilisons un fichier .getignore, sur Docker il existe le même type de fichier. Celui-ci permet de ne pas copier certains fichiers ou dossiers dans notre conteneur lors de l'exécution de l'instruction add. À la racine de votre projet, soit à côté de votre fichier Dockerfile, vous devez créer un fichier .docrignore qui contiendra les lignes suivantes. Profitez de l'optimisation Docker. Une dernière petite chose, quand vous exécutez la commande docker build, Docker va créer un conteneur pour chaque instruction, et le résultat sera sauvegardé dans une layer. Le résultat final étant un ensemble de layers qui construisent une image Docker complète. Mais cela apporte aussi de nombreux avantages. Si une layer ne bouge pas entre deux builds, Docker ne la reconstruira pas. Seules les layers situées après une layer qui se reconstruit seront elles aussi reconstruites. Vous pouvez ainsi créer de nouvelles images très rapidement, sans devoir attendre indéfiniment le build de votre image. Dans notre cas, si vous ajoutez une dépendance dans le fichier package.json, et que vous relancez un build de votre image, vous verrez qu'il n'y a que les layers situées après le add package.json app qui seront reconstruites, l'installation de Node.js restera en cache. Lancez votre conteneur personnalisé. Vous pouvez maintenant créer votre première image Docker. Docker build-t, nom du conteneur, point. L'argument -t permet de donner un nom à votre image Docker. Cela permet de retrouver plus facilement votre image par la suite. Le point est le répertoire où se trouve le Dockerfile, dans notre cas, à la racine de notre projet. Maintenant, vous pouvez lancer votre conteneur avec la commande docker run. Docker run-d-p, port, nom de votre image. Vous retrouvez, dans le dossier log, les logs de votre application, et vous pourrez y accéder sur le port 2368, soit via l'URL 127.0.0.1, 2368. En résumé, pour créer une image Docker, vous savez utiliser les instructions suivantes. From qui vous permet de définir l'image source. Run qui vous permet d'exécuter des commandes dans votre conteneur. Add qui vous permet d'ajouter des fichiers dans votre conteneur. Workdir qui vous permet de définir votre répertoire de travail. Expose qui permet de définir les ports d'écoute par défaut. Volume qui permet de définir les volumes utilisables. CMD qui permet de définir la commande par défaut lors de l'exécution de vos conteneurs Docker. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons comment utiliser des images grâce au partage sur le Docker Hub.
Utilisez des images grâce au partage sur le Docker Hub. Vous avez maintenant créé votre propre image via un Dockerfile, et vous souhaitez partager cette image avec vos collègues. Pour cela, il existe deux solutions. Soit vous partagez votre fichier Dockerfile à chacun de vos collègues, et vous leur demandez de créer eux-mêmes leur propre image avec un Docker build. Soit vous envoyez votre image sur votre propre registry. La première solution, bien qu'étant totalement fonctionnelle, force vos collègues à recréer eux-mêmes chacune des images, et cela peut prendre beaucoup de temps. Pour améliorer cela, vous pouvez utiliser une registry Docker qui vous permet de partager directement votre image. Envoyez votre image sur le Docker Hub. Dans le chapitre précédent, vous avez créé une image Docker via la commande Docker build. Nous allons maintenant la publier sur le Docker Hub. Pour cela, nous devons utiliser plusieurs commandes. Voici la première commande que vous allez utiliser. Docker tag nom de l'image les tests, nom d'utilisateur / nom de l'image créée sur le hub, les tests. Celle-ci va créer un lien entre notre image sur le hub créé précédemment, et l'image que nous avons créée en local. Si le conteneur que vous utilisez n'a pas de nom, utilisez son ID de conteneur, que vous pouvez récupérer en retour de la commande Docker build. Vous pouvez maintenant exécuter la dernière commande nécessaire pour envoyer votre image vers le Docker Hub. Pour cela, vous allez exécuter la commande Docker push, votre username, / nom de l'image les tests. Si vous retournez maintenant sur la page Docker Hub de votre image, vous pourrez voir qu'il existe une première version de celle-ci. Vous pouvez créer d'autres versions de votre image en remplaçant le les tests par une autre chaîne de caractères. Cependant, il faut bien faire attention, car l'image utilisée par défaut sera toujours l'image les tests. Trouvez l'image qui vous correspond. Vous pouvez avoir besoin de rechercher des images dans le Docker Hub, mais il existe deux types d'images différents. Les images officielles. Les images personnelles. Docker INC propose à ce jour 152 images officielles, qu'il maintient à jour continuellement, et vous les retrouverez directement sur le Docker Hub à cette adresse. Il y a aussi de très nombreuses images personnelles créées par différents membres de la communauté, et même par certains éditeurs de solutions open source. Si vous recherchez une image, vous avez deux façons de procéder. La solution du barbu en ligne de commande. La solution classique avec l'interface web. Pour la solution du barbu, vous devez utiliser la commande Docker search, par exemple, si on recherche une image Nginx. Comme vous pouvez le voir, le CLI Docker vous retourne une liste d'images Docker disponibles. Vous pouvez aussi faire la même action via le Docker Hub, si nous recherchons la même image sur celui-ci, voici l'URL de la recherche. Nous retrouverons là aussi une liste d'images avec les filtres nécessaires pour classer les images comme nous le souhaitons. En résumé, vous savez maintenant envoyer votre image sur le Docker Hub, et vous êtes aussi capable de rechercher des images sur celui-ci. Retenez ces commandes importantes. Docker push qui vous permet d'envoyer vos images locales sur une registry. Docker search qui vous permet de rechercher une image sur votre registry. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir l'utilisation de Docker Compose, pour orchestrer des conteneurs. Fin du deuxième chapitre. Quiz, lancez vos images Docker avec les Dockerfiles. Vous pouvez mettre la vidéo en pause afin d'avoir le temps pour répondre. Question 1. Lors de la création d'un conteneur, on peut utiliser l'argument P. Quelle est sa fonction? Il correspond à process et permet de définir le nombre de processus Docker à lancer. Il correspond à publish et permet de définir les ports ouverts sur la machine vers le conteneur Docker. Il correspond à push et permet de pousser l'image Docker sur le Docker Hub au moment de son lancement. La bonne réponse est le P est la forme raccourcie de l'option publish. Il est utile pour spécifier les ports que vous souhaitez publier, c'est-à-dire pour communiquer entre votre machine hôte et le conteneur Docker. Question 2. À quoi sert la commande Docker system prune? Elle permet de supprimer Docker de la machine. Elle permet de nettoyer le système. Elle permet d'optimiser votre installation de Docker. La bonne réponse est la commande Docker system prune permet de nettoyer l'ensemble du système, et de supprimer les images et conteneurs non utilisés. Question 3. Lors de la création d'une image Docker, on souhaite éviter d'apporter certains fichiers dans nos images Docker. Pour cela, on doit créer un fichier à la racine de notre projet. Comment se nomme-t-il? .docker ignore. .get ignore. .docker no upload. La bonne réponse est comme pour J,
où nous créons un fichier de type .getignore, avec Docker, on utilise un fichier .docerignore. Question 4. Lors de la création d'une image Docker, nous cherchons à réduire le nombre d'instructions RUN dans celle-ci. Pourquoi? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Pour rendre le fichier Dockerfile plus court. Pour réduire le nombre de layers créés. Pour réduire la taille de l'image finale. Pour réduire le nombre d'images. La bonne réponse est: chaque instruction run crée une nouvelle layer dans notre image Docker. Ainsi, pour réduire la taille de l'image, nous cherchons à réduire le nombre de layers créés. Question 5. À quoi sert le Docker Hub? Le Docker Hub permet de partager du code entre différentes personnes. Le Docker Hub permet de partager des images Docker. Le Docker Hub permet de partager des fichiers Dockerfile. La bonne réponse est: tout comme GitHub pour partager du code, le Docker Hub permet de partager des images Docker. Attention, il ne s'agit pas d'y partager des fichiers Dockerfile ou du code, mais bien les images créées. Question 6. Téléchargez l'image Sphinx 22, image sur le hub qui est sur le Docker Hub, pour l'avoir en local sur votre machine, via la console. Après le téléchargement, votre console vous renverra le digest du conteneur, un long ID sous la forme. Quels sont les 10 premiers caractères de l'ID du conteneur? La bonne réponse est: en utilisant la commande docker pulse sphinx 22, image sur le hub, vous récupérez l'image provenant du repository image sur le hub, du compte Docker Hub nommé Sphinx 22. Question 7. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Une célèbre citation de Star Wars se cache dans le conteneur Sphinx 22, Star Wars. Lancez-le pour vérifier que vous savez lancer un conteneur, et pour retrouver la phrase cachée. Non, je suis ton père. Ce ne sont pas les droits que vous recherchez. Que la force soit avec toi. Vous êtes notre seul espoir. La bonne réponse est: utilisez la commande docker run sphinx 22, Star Wars pour télécharger et lancer le conteneur en local. C'est ainsi que vous obtiendrez la phrase que renvoie le conteneur. Découvrez et installez Docker Compose. Vous avez un nouveau projet de site avec WordPress. Pour simplifier la gestion de l'infrastructure, vous souhaitez déployer l'ensemble des composants dans des conteneurs Docker. Pour cela, nous allons avoir besoin de 2 conteneurs. Un conteneur MySQL. Un conteneur WordPress. Docker Compose va vous permettre d'orchestrer vos conteneurs, et ainsi de simplifier vos déploiements sur de multiples environnements. Docker Compose est un outil écrit en Python qui permet de décrire, dans un fichier YAML, plusieurs conteneurs comme un ensemble de services. Installation de Docker Compose. Si vous avez utilisé Docker for Mac ou Docker for Windows, vous avez déjà la dernière version de Docker Compose installée dans votre système. Sur un poste Linux, cela ne sera pas le cas. Vous devez donc le télécharger puis l'installer avec cette ligne de commande. Un peu longue? Vous inquiétez pas, vous la retrouvez dans la description de la vidéo. Vous pouvez vérifier la version de Docker Compose installée sur votre poste via la commande suivante. CLI de Docker Compose. Pour utiliser la commande line interface de Docker Compose, nous avons besoin d'un fichier docker-compose.yml que nous allons créer dans le prochain chapitre. Mais avant de le créer, nous allons commencer par découvrir ensemble l'interface en ligne de commande, CLI, qui nous permet d'utiliser le fichier Docker Compose. Le CLI de Docker Compose et celui de Docker sont très proches. Par exemple, si vous souhaitez récupérer l'ensemble des images décrites dans votre fichier Docker Compose et les télécharger depuis le Docker Hub, vous devez faire un Docker Compose Pool. Du côté de Docker, la commande serait un Docker Pool. Le fait que les deux interfaces en ligne de commande soient très similaires nous évite d'apprendre un nouveau CLI. Si vous connaissez celui de Docker, vous savez globalement utiliser celui de Docker Compose. Cependant, nous allons quand même voir ensemble les principales commandes que vous pourriez avoir besoin d'utiliser et de connaître pour votre utilisation de Docker Compose. Démarrer une stack Docker Compose. Si vous souhaitez lancer la création de l'ensemble des conteneurs, vous devez lancer la commande Docker Compose up. Pour rappel, vous faites un Docker run pour lancer un seul conteneur. Vous pouvez ajouter l'argument D pour faire tourner les conteneurs en tâche de fond. Nous appelons stack un ensemble de conteneurs Docker lancés via un seul et unique fichier Docker Compose.
Voir le statut d'une stack Docker Compose. Après avoir démarré une stack Docker Compose, vous aurez certainement besoin de voir si l'ensemble des conteneurs sont bien dans un état fonctionnel, et prêts à rendre un service. Pour cela, vous allez utiliser la commande Docker Compose PS qui vous affichera le retour suivant. Voir les logs d'une stack Docker Compose. Votre stack Docker Compose est maintenant fonctionnelle, et l'ensemble des services répondent bien, mais vous pourriez avoir besoin de voir les logs de vos conteneurs. Pour cela, vous devez utiliser la commande Docker Compose log f, tel, 5. Celle-ci permet de voir l'ensemble des logs sur les différents conteneurs de façon continue, tout en limitant l'affichage aux 5 premières lignes. Ainsi, si nos conteneurs fonctionnent depuis longtemps, nous n'aurons pas à attendre plusieurs secondes, ni à voir de nombreux logs qui ne nous intéressent pas. Arrêter une stack Docker Compose. Si vous souhaitez arrêter une stack Docker Compose, vous devez utiliser la commande Docker Compose stop. Cependant, celle-ci ne supprimera pas les différentes ressources créées par votre stack. Ainsi, si vous lancez à nouveau un Docker Compose, upd, l'ensemble de votre stack sera tout de suite à nouveau fonctionnel. Si vous souhaitez supprimer l'ensemble de la stack Docker Compose, vous devez utiliser la commande Docker Compose down qui détruira l'ensemble des ressources créées. Valider une stack Docker Compose. Lors de l'écriture d'un fichier Docker Compose, nous ne sommes pas à l'abri d'une erreur. Pour éviter au maximum cela, vous devez utiliser la commande Docker Compose config qui vous permettra de valider la syntaxe de votre fichier, et ainsi d'être certain de son bon fonctionnement. Si nous créons une erreur dans notre stack, en remplaçant image par image avec un S, par exemple, nous aurons le résultat suivant. En résumé, vous connaissez maintenant les commandes principales pour utiliser une stack Docker Compose. Voici les commandes les plus importantes. Docker Compose upd vous permettra de démarrer l'ensemble des conteneurs en arrière-plan. Docker Compose PS vous permettra de voir le statut de l'ensemble de votre stack. Docker Compose log f, tel 5 vous permettra d'afficher les logs de votre stack. Docker Compose stop vous permettra d'arrêter l'ensemble des services d'une stack. Docker Compose down vous permettra de détruire l'ensemble des ressources d'une stack. Docker Compose config vous permettra de valider la syntaxe de votre fichier dockercompose.yml. Mais passons sans plus attendre à un exemple concret. Et créons notre première stack Docker Compose. Créez un fichier Docker Compose pour orchestrer vos conteneurs. Nous avons vu dans le chapitre précédent comment utiliser l'interface en ligne de commande de Docker Compose. Vous allez maintenant apprendre à créer un fichier dockercompose.yml. Pour rappel, vous avez un nouveau projet de site avec WordPress, et vous souhaitez simplifier la gestion de l'infrastructure. Vous devez maintenant réaliser un déploiement en production, où l'ensemble des composants sont dans des conteneurs Docker. Pour cela, vous allez avoir besoin de plusieurs composants. Une base de données MySQL. Le système de fichiers WordPress. Vous devez commencer par créer un fichier dockercompose.yml à la racine de votre projet. Dans celui-ci, nous allons décrire l'ensemble des ressources et services nécessaires à la réalisation de votre POC, Proof of Concept. Décrivez votre premier service, DB, base de données. Définissez la version de Docker Compose. Un fichier dockercompose.yml commence toujours par les informations suivantes. L'argument version permet de spécifier à Docker Compose quelle version on souhaite utiliser, et donc d'utiliser ou pas certaines versions. Dans notre cas, nous utiliserons la version 3, qui est actuellement la version la plus utilisée. Déclarez le premier service et son image. Nous allons maintenant déclarer notre premier service, et donc créer notre stack WordPress. L'ensemble des conteneurs qui doivent être créés doivent être définis sous l'argument service. Chaque conteneur commence avec un nom qui lui est propre, dans notre cas, notre premier conteneur se nommera DB. Puis, vous devez décrire votre conteneur, dans notre cas, nous utilisons l'argument image qui nous permet de définir l'image Docker que nous souhaitons utiliser. Nous aurions pu aussi utiliser l'argument build en lui spécifiant le chemin vers notre fichier Dockerfile. Ainsi, lors de l'exécution de Docker Compose, il aurait construit le conteneur via le Dockerfile avant de l'exécuter. Définissez le volume pour faire persister vos données. Pour rappel, nous avons vu précédemment que les conteneurs Docker ne sont pas faits pour faire fonctionner des services stateful, et une base de données est par définition un service stateful. Cependant, vous pouvez utiliser l'argument volume qui vous permet de stocker l'ensemble du contenu du dossier var, lib, MySQL, dans un disque persistant.
Et donc, de pouvoir garder les données en local sur notre host. Cette description est présente grâce à la ligne dbdata, var, lib, mysql. dbdata est un volume créé par Docker directement, qui permet d'écrire les données sur le disque hôte sans spécifier l'emplacement exact. Vous auriez pu aussi faire un data, mysql, var, lib, mysql, qui serait aussi fonctionnel. Définissez la politique de redémarrage du conteneur. Un conteneur étant par définition monoprocessus, s'il rencontre une erreur fatale, il peut être amené à s'arrêter. Dans notre cas, si le serveur MySQL s'arrête, celui-ci redémarrera automatiquement grâce à l'argument restart, always. Définissez les variables d'environnement. L'image MySQL fournie dispose de plusieurs variables d'environnement que vous pouvez utiliser. Dans votre cas, nous allons donner au conteneur les valeurs des différents mots de passe et utilisateurs qui doivent exister sur cette base. Quand vous souhaitez donner des variables d'environnement à un conteneur, vous devez utiliser l'argument environnement. Décrivez votre second service, WordPress. Dans le second service, nous créons un conteneur qui contiendra le nécessaire pour faire fonctionner votre site avec WordPress. Cela nous permet d'introduire deux arguments supplémentaires. Le premier argument, $on, nous permet de créer une dépendance entre deux conteneurs. Ainsi, Docker démarrera le service DB avant de démarrer le service WordPress. Ce qui est un comportement souhaitable, car WordPress dépend de la base de données pour fonctionner correctement. Le second argument, port, permet de dire à Docker Compose qu'on veut exposer un port de notre machine hôte vers notre conteneur, et ainsi le rendre accessible depuis l'extérieur. Voici le fichier Docker Compose.yml dans sa version finale. Lancez votre stack Docker Compose. Quand vous lancerez vos conteneurs avec la commande Docker Compose upd, vous devriez avoir le résultat suivant. Lors de l'exécution de cette commande, Docker Compose commence par vérifier si nous disposons bien en local des images nécessaires au lancement des stacks. Dans le cas contraire, il les télécharge depuis une registry, ou les build via un Docker build. Puis celui-ci lance les deux conteneurs sur votre système. Dans notre cas, vous pourrez voir le résultat en vous ouvrant l'URL suivante dans votre navigateur, 127.0.0.8000. En résumé, vous savez maintenant utiliser les commandes de base de Docker Compose, et créer un fichier dockercompose.yml pour orchestrer vos conteneurs Docker. Pour rappel, voici les arguments que nous avons pu voir dans ce chapitre. Image qui permet de spécifier l'image source pour le conteneur. Build qui permet de spécifier le Dockerfile source pour créer l'image du conteneur. Volume qui permet de spécifier les points de montage entre le système hôte et les conteneurs. Restart qui permet de définir le comportement du conteneur en cas d'arrêt du processus. Environnement qui permet de définir les variables d'environnement. Dépend-bound qui permet de dire que le conteneur dépend d'un autre conteneur. Port qui permet de définir les ports disponibles entre la machine host et le conteneur. Rejoignez-moi dans le chapitre suivant pour vous entraîner à utiliser Docker Compose. Entraînez-vous en orchestrant vos images Docker avec Docker Compose. À vous de jouer. Philippe, un de vos amis, est développeur dans une école d'informatique. Il vient tout juste de finaliser son premier projet en Python. Il s'agit d'une API qui va permettre d'enregistrer des élèves dans une base de données ready. Avant d'avancer plus loin dans son code, il vous demande s'il est possible d'utiliser Docker pour pouvoir présenter son application à ses collègues depuis n'importe quel poste informatique. En effet, ces derniers ne travaillent pas tous sous le même système d'exploitation. Philippe vous a partagé son dossier de projet où vous retrouverez l'ensemble de son code. Il vous recommande de lire en priorité le fichier README pour prendre connaissance des prérequis nécessaires au bon fonctionnement du code. Python 3.8 ou supérieur. Une base de données ready. Vous n'avez pas besoin de télécharger Python ou ready en amont sur votre ordinateur. Juste leur image suffit. Vous divisez le travail en deux parties. 1. Créer une image du code avec un fichier Dockerfile. 2. Faire tourner ce code à l'aide d'une base de données ready avec un fichier Docker Compose. Si vous croisez une erreur de connexion de type ready connection error, c'est normal. Pour que l'application de Philippe fonctionne correctement, il faut instancier une base de données ready. Vous livrerez à Philippe un fichier Dockerfile et un Docker Compose afin qu'il puisse présenter l'API à ses collègues. Une fois que le projet de Philippe tourne, vous pouvez visiter l'API en tapant localhost 5000 dans le navigateur. Vérifiez votre travail avec les fichiers corrigés Dockerfile et Docker Compose dans la description.